Arcachon. Arcachon est l'une des villes de France rassemblant le plus de slogans attachés à sa personnalité, à ses atouts. Arcachon, la ville des 4 saisons. Arcachon, la ville sous les pins. Arcachon, ville de santé, le paradis des enfants, la Mecque de la voile, la perle de la Côte d'Argent. Arcachon, station thermale, dont la source est la plus profonde de France. Arcachon, la ville qui a inventé le terme de thalassothérapie. Arcachon se situe parmi les villes les plus jeunes de France, disons les plus récentes par sa création, son évolution, à peine 150 ans, comme une commune distraite de celle de la Teste, selon les termes mêmes de Napoléon III, gravés sur cette plaque commémorative de la place Thiers en 1857. Arcachon est l'une de ces villes de France qui s'épanouit, s'agrandit, se transforme, évolue le plus vite par rapport à des cités figées dans un passé paralysant. Arcachon a une histoire si courte, mais si riche. Alors, feuilletons ensemble les pages de cette belle histoire, ces pages pleines de personnages historiques, d'anecdotes et de témoignages d'un patrimoine étonnant. Arcachon est né de la mer. La duchesse de Berry lance à cette époque la mode des bains de mer. Nous sommes alors au début du XIXe siècle. Jusqu'à cette date, on ne se baignait que pour soigner, disait-on, l'épilepsie ou la rage. François Le Gallais, navigateur normand, arrive à Arcachon, s'y marie et ouvre en 1823 le premier établissement de bains de mer au bord de la plage. C'est l'hôtel Bel Air. À cette époque, le quartier d'Arcachon, qui s'appelle plus volontiers le quartier d'Ayrac, ne compte que quelques 300 habitants, dans des cabanes dont on peut avoir une idée en allant se promener à la pointe de l'Aiguillon. Cabanes construites sur le domaine maritime, dont le sol n'appartient pas au bâtisseur de la cabane, comme c'est toujours la règle. Ces cabanes étaient plutôt occupées par des marins habitant à la Teste, Aiguillon et Ayrac, ne leur servant que d'entrepôt ou de relais provisoires. Ils avaient remarqué déjà que la température était plus clémente sur cette avancée des terres entourées des eaux tempérées du bassin par rapport aux autres agglomérations de la Teste, Gujan, Biganos. Avantage climatique qui s'avère conserver ses avantages de nos jours. L'hôtel Bel Air de François Le Gallais devait s'agrandir en 1827, puis en 1836, proposant une centaine de chambres aux baigneurs et une liaison aisée entre la Teste et l'hôtel par un chemin aménagé par François Le Gallais lui-même. L'arrivée du train à la Teste en juillet 1841, puis à Arcachon en 1857, devait faciliter le désenclavement de ce nouveau site d'activité. La fin de cette belle histoire de l'hôtel Le Gallais devait se terminer par son incendie le 1er septembre 1871. Mais l'élan était donné et bientôt d'autres établissements de bains virent le jour. Duprat Biraben ajoute 3 chambres à sa cabane du Mougne, traduisé par l'Aiguillon Saint-Ferdinand, établissement devenu l'hôtel L'Esca en 1839. En vous promenant sur les planches, reliant la place Pénaud au petit port de Plaisance, vous pourrez noter la présence d'une série de petits toits pointus. C'est là que s'est levé l'hôtel Tindel, ouvert en 1836, tandis que l'hôtel Bourdin devenait l'hôtel Gaillard, flanqué en 1850 d'un casino, le premier d'Arcachon, qui sera suivi
de 2 autres casinos. En 1852, l'hôtel Gaillard devenait l'hôtel des empereurs, tandis que l'année suivante s'élevait l'hôtel de François Grenier, qui devait devenir l'hôtel de France. François Grenier, ostréiculteur, devait devenir maire d'Arcachon, ce qui lui valut de donner son nom à cette rue reliant le boulevard de la Plage au front de mer et longeant l'actuel Point France et Crédit Lyonnais. Les bains de mer changèrent la physionomie et les habitudes des sédentaires. La toute jeune station proposait des bains froids, mais aussi des bains chauds. Les baigneurs usaient de cabines de bain pour se changer, ou des charrettes qui les amenaient jusque dans l'eau après s'être revêtus de la tenue adéquate. Des arrêtés municipaux stipulaient que les baigneuses devaient revêtir un ensemble allant du cou aux chevilles, une culotte non moulante couverte d'une jupe flottante. La mode des bains de mer envahit les plages, mais aussi les studios des photographes qui satisfaisaient la clientèle souhaitant immortaliser cette nouvelle activité, en garder le souvenir et en permettre le partage par l'image. La construction de la jetetière en 1903 assura la continuité de cette activité photographique chez certains photographes qui n'hésitaient pas à tapisser le fond de leur studio d'une toile peinte représentant la toute nouvelle jetée, quand ils ne disposaient pas d'une fausse barque en carton-pâte pour créer une ambiance à la mode pour satisfaire leur clientèle. L'histoire de la ville se poursuit. Quelques dates importantes jalonnent cette progression rapide de la jeune cité. En 1830 commence la construction de la route Bordeaux-La Teste. En 1832, puis en 1849, une épidémie de choléra sévit en Europe, faisant des milliers de morts. Dans la forêt s'est élevée en 1722 une modeste chapelle sur la dune de la Bidette, dont le terrain a été offert par les frères Peygeran. Elle abrite une statue de la Vierge, miraculeusement trouvée par Thomas Illyricus à la suite d'une tempête en 1519 sur le rivage, et elle est entourée de la dévotion des marins qui ne manquent jamais de demander sa protection à Marie en partant pour l'océan et en la remerciant de les avoir protégés au retour après avoir franchi les passes. C'est la chapelle des marins, précieusement conservée au pied de l'actuelle basilique Notre-Dame. La crainte du choléra, véhiculée par les épidémies de 1832 et 1849, pousse alors les habitants du Tour du Bassin et des alentours à aller jusqu'à dormir sur la plage, au pied de la chapelle, encouragés par le fait que pas un des paroissiens ou des fidèles ayant suivi la procession n'avait contracté le choléra. En 1835, on creuse le canal de la Hume. Livré 5 ans plus tard, c'est l'actuel Chêneraie. 1836, c'est l'année du grand malheur. Le 28 mars, une tempête emporte 6 chaloupes dans les passes, faisant 78 morts, laissant 150 orphelins. Circonstances dramatiques, mal compensées par les débuts de la pêche industrielle, initiée par le capitaine Allègre et François Le Gallais, qui inaugure le premier chalutage à vapeur au monde, comme le rappelle une plaque apposée au 127 du boulevard de la Plage. En 1841, on pense à importer ici des dromadaires égyptiens. Mais plus sérieusement, le train arrive en juillet à La Teste, sur une ligne de 55 km, représentant alors 10% du réseau national, avec une vingtaine de stations. La seconde en France par ses horaires fixes.
Un habitant de Marmande, la marque de Plaisance, habite un chalet qu'il inaugure en 1843, prononçant une phrase qui deviendra la devise de la ville d'Arcachon. Eri solitudo, hodie vicus, cras civitas. Hier la solitude, aujourd'hui un village, demain une cité. Maire de la Teste en 1852, il deviendra celui d'Arcachon en 1857 et en 1860. 1844 voit la construction de la jetée d'Eyrac. 1853, on commence la construction du château de Gannes, qui deviendra pension pour jeunes filles, puis casino en 1903 et palais des congrès en 1991. 1854, l'abbé Mouls, l'un des créateurs de la future ville d'Arcachon, est nommé desservant de la chapelle des Marins. Le très dynamique prêtre organise la première procession nautique sur le calme bassin, le 6 juillet 1856. 1857, date importante, par laquelle Arcachon devient ville indépendante de la Teste. La future cité ne compte que 387 habitants. La plus vaste commune de France qui comprend Cazaux et la pointe du Cap Ferré, la Teste, forte de ses 20 000 hectares, concède un terrain de 780 hectares à la ville nouvelle d'Arcachon. Dès l'année suivante, on pose la première pierre de la mairie de la jeune cité, le 26 avril. Elle sera achevée en juillet de cette même année. 5 ans plus tard, en 1862, débute le chantier de la ville d'hiver, sur un terrain de 100 hectares, dont Paul Regnault tracera les allées et les lotissements. La ville champignon démarre à toute vitesse. Des villas sortent du sable de la forêt. Une passerelle enjambe un ravin de 15 mètres pour aboutir à une autre dune. C'est le tout début des constructions métalliques. Un observatoire jaillit d'une dune. Les rails de chemin de fer de la ligne Bordeaux-Arcachon servent pour le belvédère dont on attribue volontiers la construction au jeune Gustave Eiffel. On élève en 1864 un buffet chinois dans lequel Alexandre Dumas prendra un verre en 65. On propose dans la buvette de la sève de pin une boisson chocolatée à base de résine de pin capable de guérir tous les maux pulmonaires. 1874 apporte l'inauguration du Grand Théâtre municipal, construit en quelques mois seulement. Rappelons qu'il sera totalement remanié en 2006, inauguré le 13 janvier de cette année-là, mais la façade, démontée pierre par pierre, dûment numérotée, sera simplement déplacée de 2 mètres et remontée à l'identique. Une salle contenant 1000 places assises situera cette structure parmi les plus belles d'Aquitaine et sera animée toute l'année par des spectacles de haute qualité. 1876. L'école centrale maritime prend désormais le nom d'école Saint-Elme, spécialisée dans la formation de jeunes garçons destinés à la marine marchande. Les élèves de cette école libre portent donc l'uniforme de marin et, disposant au fil des années de bateaux leur permettant de pratiquer la navigation, aidés de marins expérimentés, et leurs unités iront jusqu'à Alger et même à Rome, où ils rencontreront le pape qui leur fera un cadeau inattendu, son bateau personnel. Et c'est ainsi que le bassin fut honoré de porter sur ses eaux le bateau pontifical, l'Immaculata Concezione, jetant l'ancre le 13 juillet 1879.
Les Britanniques séjournaient volontiers en ville d'hiver, en nombre assez important, pour former une colonie, payant de leur denier un temple anglican, consacré par l'archevêque de Londres en 1879, bien qu'occupé maintenant par la communauté protestante de l'Église réformée de France. Ce lieu de culte conserve une étonnante charpente et de magnifiques vitraux de style pré-raphaélique. Le culte y est donné chaque dimanche à 10h30, ouvrant ainsi ses portes à tous. À cette époque, nous sommes en 1883, la Plastière est terminée, occupant le terrain d'une villa que la municipalité dut acheter et démolir pour créer ce qui manquait, une place donnant sur le bassin. Et rappelons que le front de mer ne sera construit qu'avant respectivement les 2 guerres mondiales. Cette même année, on joue une opérette de Charles Lecoq, en Belgique, puis en France. Charles Lecoq écrira des opérettes comme La fille de Madame Angot, Le Petit Duc, une 50aine au total. L'une d'elles, Giroflée Girofla, sera donnée au théâtre du Casino Mauresque. Elle eut assez de succès pour que M. Hénon, adjoint au maire, bâtisse une villa destinée à la location du nom de Giroflée. De style composite, mais Moyen-Âge ni Renaissance, avec des touches britanniques, cette curieuse villa fut occupée par les troupes d'occupation allemandes et de ce fait bombardée par un avion allié, l'un des 2 bombardements aériens que dut subir Arcachon pendant la Seconde Guerre mondiale. La villa Giroflée, désormais occupée par des particuliers, dont le célèbre peintre Maurice Benita n'en demeure pas moins l'une des villas emblématiques de la ville d'hiver. Le train arrive le 6 juillet 1841 en gare de la Teste. Avec ses 2 départs et ses 2 retours quotidiens, il soulage bien la vie des femmes de pêcheurs qui devaient aller vendre poissons et coquillages et huîtres à Bordeaux après un voyage de 2 jours en attelage à bœufs ou de 15 heures à dos de mule. Nous sommes en 1861 et laisse-moi te raconter un peu l'histoire de notre vie sur le bassin, ma chère Toinette. Je suis née en 1821 et je me souviens qu'à mes 5 ans, nous allions jouer avec mes grandes sœurs sur la plage pendant que notre mère travaillait depuis le mois d'août 1823 dans le gros hôtel du capitaine François Le Gallais. C'était drôle, les riches y venaient prendre des bains de mer. Nous on y était toute la journée, les pieds dans l'eau, pour aller cueillir les huîtres avec notre père. On ramassait les gravettes, les huîtres plates que l'on ne trouvait que sur le bassin. Mais elles se firent de plus en plus rares. Et en 1850, on nous a même interdit de les ramasser. Alors, depuis 1948, on chasse le canard au filet et on pêche le poisson à la courtine. Depuis l'année dernière, on fait venir du Portugal, mais ce n'est pas encore assez. Même les parcs impériaux sont en pleine expérimentation. Du coup, mes frères sont allés aider à la construction du chemin de fer qui venait de Bordeaux. Il est venu jusqu'à la Teste en 1941, et puis jusqu'ici en 1957. J'en suis bien heureuse. Je peux aller sur Bordeaux et revenir dans la journée pour vendre le poisson. Quand j'y vais avec la mule, ça me prend 2 jours. Je dois m'arrêter aux Argentières, tu sais là-bas, et il faut traverser la rivière de la Leyre à gué, c'est long et périlleux. Je me souviens, la première fois que je l'ai pris, la locomotive s'appelait l'Océan. Je n'étais pas rassurée par cette grosse machine fumante, crachant de la vapeur et sifflante. C'était très impressionnant. On raconte ici que même le roi en a eu peur et qu'il a laissé monter la reine à sa place. Moi, je monte en 3e classe. On n'a pas de toit et on prend la fumée dans la figure. La pluie aussi. Des fois, le train est à l'arrêt sur la voie, coincé par un troupeau de moutons. Les gonzes du coin ne sont pas encore habitués. L'autre jour, on a même traversé un incendie. On a bien eu peur.
Un peu plus, et j'aurais pu vendre du poisson grillé à Bordeaux. Ils ont creusé une tranchée dans la dune, à l'entrée d'Arcachon, pour le passage du train. 400 ouvriers, tu te rends compte? C'est Monsieur Deganne qui s'est occupé du trajet, de la Teste à Arcachon. Maintenant, mes frères ont changé de chantier. Ils sont en train de construire des maisons, là-haut, la ville d'Hiver. Une idée des frères Pereire pour rentabiliser leur petit train. C'est bien fait. Grâce à Paul Regnault, même les rues sont dessinées en courbe pour éviter les courants d'air. C'était déjà une station balnéaire réputée. Et maintenant, c'est en plus un sanatorium. Il y a plein de tuberculeux qui viennent. Mes nièces et mes filles y travaillent. J'ai peur qu'elles attrapent la maladie, mais le médecin dit que nous, on l'a pas ici. C'est l'air de l'océan et l'odeur des pins qui nous protègent, soi-disant. Il va y avoir au moins 40 maisons. Et j'ai entendu dire qu'il y aurait un casino et même un buffet chinois. Quand je pense qu'avant 57, ce n'était ici qu'un quartier désert de la Teste, depuis l'année dernière, on est en ville d'Arcachon. Il faudra attendre 1857 pour voir le train arriver à Arcachon et 7 ans plus tard pour une nouvelle gare, la gare actuelle, construite par Paul Regnault et frappée du blason et des couleurs d'Arcachon. 6 mois avant d'en avoir reçu l'autorisation officielle. Il faut dire que l'arrivée à Arcachon était obstruée par une dune qu'il fallut percer juste avant le passage à niveau actuel, ce qui demanda le travail quotidien de 400 ouvriers pendant 6 mois. Et à cette époque, on travaillait 10 heures par jour, 7 jours par semaine. Cette communication rapide entre Arcachon et Bordeaux, 2 heures environ, facilita la commercialisation des produits de la mer et notamment de celle des huîtres. Car les huîtres se faisaient rares en raison des prélèvements intensifs et sans mesure qui avaient été faits. L'huître locale, c'était la plate, la gravette. Elle disparaissait. Et l'on dut avoir recours à Victor Coste, qui avait étudié des problèmes encore plus graves dans le midi de la France. Coste arriva à Arcachon en 1859. Il fallut donc cultiver ce que jusqu'à présent la nature offrait gratuitement et sans effort. C'est ainsi que naquit l'ostréiculture. Dès 1863, le maçon Michelet mit 3 ans pour mettre au point le système de tuiles Cholet pour le captage des œufs des huîtres. Sa réussite lui valut les félicitations de Victor Coste. L'invention de Michelet est toujours d'actualité. 2 ans plus tard, en 1868, le bateau Le Morlaisien, partant de Setúbal au sud du Portugal, avec une cargaison d'huîtres, fut pris dans une mer houleuse et le bateau, commandé par le capitaine Patoiseau, renonça à entrer dans le bassin pour se mettre à l'abri dans l'estuaire de la Gironde. Il estima les huîtres invendables et il les jeta à la mer. Certaines huîtres créèrent ainsi une colonie au Verdon qui essaimèrent jusque dans le bassin, introduisant ainsi l'huître portugaise. L'huître plate disparut quasi totalement en 1920. 50 ans plus tard, une maladie partie de Marennes se répandit dans tous les sites ostréicoles. Le bassin n'en demeure pas moins l'écloserie d'huîtres la plus prolifique, la plus importante d'Europe. Arcachon vend une partie très importante de son essaim, des bébés huîtres de 8 ou 9 mois. Il les vend aux autres sites ostréicoles moins favorisés. Il faut dire que le bassin, d'après Ifremer, semble réunir toutes les conditions essentielles favorables à l'huître. Le bassin s'étend
sur 15 500 hectares à marée haute, 5 500 à marée basse. C'est dire que les 2/3 de ces eaux sont évacuées et renouvelées à chaque marée de 12 heures. Théoriquement, l'eau du bassin est changée chaque jour. Avantage très important dont ne bénéficient pas les mers stagnantes, sans marée, comme la Méditerranée, dont les eaux ne sont renouvelées que tous les 100 ans. Dès la naissance de la ville, et en particulier de la ville d'hiver, Arcachon a attiré de nombreuses personnalités de premier plan, des célébrités renommées. En 1845, le duc de Nemours, fils du roi Louis-Philippe, descend à l'hôtel Gaillard, l'un des premiers hôtels de bain de mer. 1859, Charles Gounod se rend célèbre par l'écriture de l'opéra Faust qu'il termine à Arcachon, l'opéra le plus joué au monde. Il poursuivra son œuvre avec Mireille, Roméo et Juliette. Passionné d'Arcachon, Gounod écrira des messes, des œuvres pour l'école Saint-Elme durant les 32 ans qu'il fréquentera assidûment Arcachon, occupant diverses villas, dont notamment la superbe villa Faust, dont profitera plus tard d'ailleurs Jules Massenet, un autre compositeur de talent, auteur d'Hérodiade, Manon, Werther, Thaïs, le jongleur de Notre-Dame, Don Quichotte. Napoléon III est venu 2 fois à Arcachon, en octobre, en 1859 et 1863, reçu par Émile Pereire dans leur villa des Abatilles et promettant la Légion d'honneur à l'abbé Mouls, premier curé d'Arcachon et l'un des fondateurs de la ville. Il était accompagné du général Leboeuf et de Prosper Mérimée. Alexandre Dumas vient boire un verre dans le café chinois, près de la gare, ouvert en 1864. Édouard Manet, le peintre célèbre, rejoint sa famille réfugiée au chalet d'Anty. La guerre de 70 fait rage. Le libérateur du territoire, Adolphe Thiers, président de la République en 1871, vient à Arcachon en visite privée, reçu au château de Gannes. En 1877, autre président de la République, MacMahon succède à Thiers en la présidence de la République et se déplace à Arcachon. L'année suivante arrive Philippe d'Orléans, comte de Paris, son épouse, avec Antoine d'Orléans, duc de Montpensier, et son épouse, fille du roi d'Espagne, Ferdinand VII. Leur succéderont Henri d'Orléans, duc d'Aumale, et son épouse. Mais en 78, c'est la grande duchesse Catherine de Russie qui vient grossir la colonie russe déjà importante à Arcachon. L'année suivante, le prince de Galles vient prendre un déjeuner au Grand Hôtel et visiter la ville d'hiver. Cette même année 79, l'Autrichienne Marie-Christine Habsbourg-Lorraine descendra à la villa Athéna, à Les Faustes, avec sa maman, et elle se fiancera ici avec le roi d'Espagne, Alphonse XII. 1880, Arcachon reçoit la visite de Claude Debussy et d'Isabelle II, reine d'Espagne, impatiente de voir le pays et la ville où son fils Alphonse XII a rencontré son épouse. Le compositeur Benjamin Godard honorera la perle de la Côte d'Argent de sa présence, tandis que Jules Ferry, maire de Paris et ministre de l'Éducation nationale, descendait dans la villa Stora. Paul Doumer, futur gouverneur général d'Indochine, puis président de la République en 1931, descend dans la villa Carmen. Enfant du pays,
Né et enterré à Arcachon, élève de l'école Saint-Elme, élève de l'architecte arcachonnais Farjodou, élève aux Beaux-Arts de Paris, Roger Expert a donné son nom à une rue et à une place d'Arcachon, où il laisse 5 villas dont il a réalisé les plans et qui font école en 1926. Canope, Lycide, Verlogis, Kypris et Opila Tétis. Passons sur la décoration des ambassades de France à Belgrade et à Londres, l'hôtel de ville de Reims, les fontaines du Trocadéro à Paris. L'un des plus grands architectes français du XXe siècle était propriétaire d'un point de vente immobilier au coin du boulevard de la Plage et de l'avenue Gambetta, avant que cette enclave ne devienne annexe de la pâtisserie Foulon, puis qu'elle s'intègre dans la pharmacie centrale actuelle. Autre hôte célèbre fréquentante Arcachon, habitante à la villa Saint-Dominique au Moulot en 1910, plus tard la villa Caritas, amateur de lévriers et de jolies femmes, vous avez peut-être reconnu Gabriele d'Annunzio, auteur du Martyre de Saint-Sébastien et de l'Alléda sans cygne, entre autres, et qui travailla avec Claude Debussy assidûment. Un buste de bronze veille sur la rue menant à la place des Arbousiers, à l'extrémité sud du parc Pereire. Fermons cette liste très incomplète par la venue de Sir Fleming, découvreur de la pénicilline en 1928 et prix Nobel en 1945. L'afflux des baigneurs augmentant, des touristes, des malades, génère alors la création d'hôtels. Certains ont disparu, mais on en retrouve la trace et la mémoire par des photographies anciennes. Sur la place de la mairie, l'hôtel-restaurant de la Côte d'Argent, tenu par la famille Sahunet, est remplacé par une banque. Boulevard de la Plage, le prestigieux hôtel Bristol et Jampy dresse sa façade défendue par un lion et affichant un style égyptien par la présence de sphinx féminines, des sphinges. L'hôtel disposait d'un garage pour les rares automobiles de ses clients et celle de l'hôtel accueillant les clients à la gare. Au Moulot, l'hôtel construit en 1899 offrait une vue imprenable sur la plage, le bassin, le Cap Ferré. Il accueillit le roi d'Espagne et Claude Debussy, accompagné de sa famille. Donnant à la fois sur le boulevard de la Plage et le front de mer, le Victoria cessa son activité hôtelière après la dernière guerre, après avoir cueilli dans ses murs le maréchal Pétain. Boulevard du Général Leclerc, face à la gare, 3 établissements firent les beaux jours de l'hôtellerie arcachonnaise. L'Hippocampe, remplacé par un grand immeuble. Le Bordeaux, rasé en 2015-2016. Le Terminus, dans les années 30, tenu par la famille Delhomme. Tant que nous sommes à la gare, jetons un coup d'œil amusé vers la petite maison de la douane, dont les fonctionnaires taxaient les marchandises des colis et objets achetés hors de la ville, à l'ombre du buffet chinois que nous avons déjà mentionné. Sur le front de mer, l'Hôtel de France avait presque les pieds dans l'eau, avant que l'on ne construise le boulevard Verrier-Montagnère, peu avant la Première Guerre mondiale. L'Hôtel de France a été démoli plus tard pour être remplacé par l'actuel Point France. Restant toujours en activité, voici l'hôtel Richelieu, donnant à la fois sur le boulevard de la Plage, la Plastière et le front de mer. Et l'hôtel des Vagues,
9 boulevard de l'Océan, bordant une belle plage et offrant une vue imprenable sur le bassin. Mais si nous quittons le centre-ville pour la ville d'hiver, on pourrait trouver alors le chalet Peyronnet ou Royal Hotel, qui reçut la visite de la princesse Louise, l'une des filles de la reine Victoria. L'Orphéon d'Arcachon vint lui faire une aubade en l'honneur de son anniversaire, et la princesse apparut alors à son balcon pour en remercier le chef. L'hôtel du Moulin Rouge, construit en 1863 face à l'entrée du parc Mauresque, 63 avenue Regnault. Le Boarding House, aujourd'hui Villa Montretout, pension de famille, juchée sur la dune, offrant une vue magnifique sur le bassin et la ville. L'établissement proposait dans ses chambres des baignoires remplies d'eau de mer. La Villa Vincenette figurait à l'origine dans le catalogue comme location à prix modéré par rapport au montant des loyers de villas individuelles. Devenu par la suite hôtel Vincenette et abritant désormais le SIBA, c'est-à-dire le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, regroupant les 10 communes du bassin. Ces 4 unités ont cessé leurs activités hôtelières. En dehors de toutes ces structures traditionnelles, Arcachon proposait 3 palaces, un sur le front de mer et 2 en ville d'hiver. Retrouvons-les alors, par ordre de leur arrivée, sur le terrain hôtelier. Le Grand Hôtel, c'est ce bâtiment important s'élevant sur la partie ouest du front de mer du centre-ville. Les premiers plans sont dressés en 1864. La ville d'hiver a juste commencé ses constructions de villas de location l'année précédente, en 1863. Paul Regnault, polytechnicien, occupe la place d'ingénieur en chef dans la compagnie des chemins de fer du Midi. Il est le neveu des frères Pereire qui l'ont chargé de dessiner l'implantation de la ville d'hiver, large de 100 hectares, d'entresser les allées, l'emplacement des villas à construire et leurs jardins dans la forêt. Paul Regnault dresse en même temps les plans du casino mauresque, de la gare, du buffet chinois, et il sera l'architecte d'une trentaine de villas, sans parler de ses nombreuses œuvres majeures à Bordeaux notamment. Une rue d'Arcachon porte son nom, allant de la place Roosevelt, bordée par la Poste, et grimpante en ville d'hiver et le parc mauresque. Chargé de la construction de ce palace en bord de mer, Regnault tire son inspiration du Grand Hôtel de Paris. Il confie à Eugène Orbière, architecte et entrepreneur, la responsabilité de la construction. Le Grand Hôtel d'Arcachon ouvre pour l'été 1866. Il comporte 100 chambres et 150 lits. On traverse une vaste cour pour y accéder. On grimpe un escalier monumental, aujourd'hui disparu, côté ville, et l'on entre dans un grand hall d'accueil. Il faut remarquer les détails d'ornementation toujours en place de nos jours. Colonnes semi-engagées, chapiteaux agréablement sculptés, balcons ornés de balustres ou de fer forgé minutieusement travaillés. À l'origine, le toit est couvert d'ardoise, comme son grand frère parisien, ce qui est rare ici. Il est percé de fenêtres en mansarde. Construit, rappelons-le, de 1864 à 1866, l'hôtel donne directement sur la plage, le boulevard du front de mer n'étant réalisé que plus de 70 ans après, en 1938. L'hôtel subit 2 incendies, dont le plus grave, le 21 septembre 1906,
il eut l'avantage d'obliger les architectes à reconstruire et en même temps à agrandir l'hôtel qui rouvrira ses portes en 1910. Les deux guerres virent le Grand Hôtel subir les événements. Hôpital privé du 1er septembre 1914 au 31 août 1916 afin d'accueillir les soldats blessés. En 1939, il est réquisitionné par le service de santé avec les hôtels Richelieu et l'hôtel du Moulot, comme les casinos de la plage et le casino Moresque, occupés par les troupes allemandes, puis par le commandement local des FFI. Après ces événements, l'activité hôtelière reprendra en été seulement, de 1946 à 1955, avant d'être morcelée en copropriété. Le Grand Hôtel s'est trouvé sans rival sur toutes les rives atlantiques, 30 ans avant l'hôtel du Palais de Biarritz. Il a été classé établissement balnéaire et hydrothérapique. Il a reçu de nombreux personnages célèbres comme le sultan du Maroc, Mohamed Ben Youssef, le prince de Galles, futur roi Édouard VII, le grand-duc Serge Romanov, Catulle Mendes, la princesse Mathilde, le violoniste Jacques Thibault, qui a laissé son nom au Conservatoire de musique, de chant et de danse à Bordeaux, le peintre Pierre Bonnard, le remuant Pierre Poujade, défenseur du petit commerce. Les personnalités les plus remarquables restent la reine Ranavalo III de Madagascar, exilée à Alger puis à Paris, est venue à Arcachon en apprenant que les élèves de l'école Angrémy d'Arcachon avaient mis sa vie en scène. Et bien sûr, en août 1890, l'impératrice Elisabeth Wittelbach, Élisabeth d'Autriche, la célèbre Sissi, entourée de ses domestiques personnels, ses dames d'honneur, son écuyer. Sissi aimait prendre un bain d'eau de mer, chauffée, à 4h30 du matin, et suivre la messe à l'église Notre-Dame à 7h. On connaît la suite d'une vie douloureuse, ayant perdu son fils Rodolphe, avant d'être à son tour assassiné en 1898 sur les bords du lac Léman par un anarchiste italien. L'hôtel Regina devait compléter l'offre de la mer par celle de la forêt, dont le rôle revêtait une grande importance dans l'esprit du public au XIXe siècle par ses qualités sanitaires. Construit en 1881, agrandi par 2 ailes latérales en 1889 et par une verrière en 1907, le Regina trouvait une place naturelle entre le casino Moresque élevé en 1863 et le buffet chinois déjà évoqué. Il devait porter successivement les noms d'hôtels de la Forêt, puis de Grand Hôtel Regina Forêt et d'Angleterre. La qualité de ces hôtes de marque suffit à en comprendre le niveau. Nathalie de Serbie, la reine éprouvée par une destitution et l'assassinat politique de ses fils et belles-filles, à peine consolée par la construction de la réplique de son ancien palais à Bidart, à côté de Biarritz, au milieu d'un parc de 40 hectares, donnant sur la mer, et trouvant du réconfort dans l'amitié du comte et de la comtesse de Grand-Clos, propriétaires de la villa Béthanie, à côté de la place des Palmiers. Joseph Caillot, ministre des Finances, et sa nouvelle épouse Henriette, n'hésitant pas à tuer de sang-froid le directeur Calmette du Figaro pour avoir diffusé ses lettres intimes. Eddie Barclay et son hot club
dans des concerts éblouissants. François Copé, académicien, venu se faire soigner à Arcachon par le docteur Bourdier. La musique et le chant sont représentés par Charles Lecoq, auteur des opérettes du Petit Duc et de la fameuse Fille de Madame Angot en 1872, pour ne citer que les plus connues des 50 opérettes qu'il a écrites, sans oublier l'opérette Giroflée, Girofla, donnée en 1874 aux Fantaisies parisiennes, puis au théâtre du Casino Moresque à Arcachon, nom qui inspira M. Hénon, constructeur de la villa de location Giroflée, architecte Pugibé. Comme Charles Gounod, Charles Lecoq resta fidèle à Arcachon pendant plus de 30 ans. La liste de clients célèbres pourrait vous apparaître fastidieuse, alors passons au troisième et dernier palace d'Arcachon. L'Hôtel des Pins est continental et plus connu des Arcachonnais sous le nom d'Oasis, donné par la Banque de France ayant choisi Arcachon comme ville unique en région à destination de ses collaborateurs retraités. L'hôtel a été inauguré en 1889, construit par l'entrepreneur Blavy qui a bâti de nombreux édifices et villas à Arcachon. Son style a été voulu napoléonien, classique, sérieux, par l'architecte Pugibé. Toit sévère en ardoise, balustre de pierre, balcon, entrée somptueuse, grande verrière résonnant encore du concert donné par le célèbre ténor russe. L'hôtel assurait le service de liaison entre la gare à l'aide de la voiture automobile de l'établissement. Le voyageur trouvait là, selon la publicité, un cabinet de toilette avec eau courante, chaude et froide dans toutes les chambres. Certains appartements destinés aux clients disposaient de salons et de toilettes particulières. Un parterre fleuri circulaire permettait aux voitures hippomobiles et automobiles de se succéder jusqu'à l'entrée sans encombrement. De plus, la publicité annonçait que les prix étaient modérés. Hôtel Continental et Regina attiraient de nombreux visiteurs de qualité. C'est ainsi qu'on aurait pu croiser Camille Saint-Saëns, compositeur de Samson et Dalila, le Carnaval des animaux, la danse macabre. Paul Deschanel y descendit en 1905 avec sa famille. Il était alors député de l'Eure, mais en 1920, il fut élu président de la République, ce qui lui valut une aventure peu ordinaire. Passager d'un train de nuit, il tomba par mégarde sur la voie du chemin de fer en pleine campagne. Il regagna seul à pied en pyjama une maisonnette de cheminot en se déclarant président de la République. Devant cet homme couvert de poussière et en pyjama, le cheminot lui répondit que lui, il était la reine d'Angleterre. Il ne lui en offrit pas moins une place dans son lit, entre sa femme et lui, pour achever la nuit. Le fait de lui voir les pieds propres incita le cheminot à avertir les gendarmes. Cette aventure fit la joie des journaux, des journalistes et de leurs lecteurs. Atteint d'une maladie cérébrale, Paul Deschanel ne fut président que de février à septembre 1920. Autre célébrité, le prince Antoine d'Orléans, qui dépose ses deux fils de 8 et 10 ans afin qu'ils passent l'hiver à Arcachon. Il leur laisse une dame de compagnie, un précepteur, une gouvernante, des domestiques, en toute simplicité. L'infante Eulalie de Bourbon, la baronne de Lassus, fille de Charles Gounod, qui, lui,
fréquentera assidûment Arcachon pendant 32 ans, jusqu'à sa mort. Le peintre Manet, le grand-duc de Russie, Charles Trenet, Claude François et ses Claudettes. Un détail amusant est lié à ces palaces, à leur voisinage en tout cas. La forêt étant très proche, et une dune donc boisée succédant à celle qui portait ces deux hôtels, l'idée de doter un garde-feu d'un tapis d'aiguilles de pin, c'est-à-dire de grès-pin, germa dans quelques têtes. C'est ainsi que dans les années précédant la dernière guerre, vit se créer une piste de ski. Longue de 250 mètres, elle permettait d'organiser des rencontres de skieurs amateurs et des concours rassemblant, en toute saison, des champions des Pyrénées et des Alpes. On y faisait du slalom, du saut, grâce à un tremplin, et l'on se faisait tirer par un remonte-pente. Cette activité cessa vers 1970. À quelques pas de là, le lycée d'Arcachon, qui avait abrité les enfants des nombreux réfugiés en 1939 dans 3 villas de la ville d'Hiver, Grec-Rostand, Brémontier et Navarra. Donc, il fut remplacé par la construction du lycée climatique, renommé ensuite lycée de Grand Air, bientôt suivi de plusieurs autres établissements scolaires construits aussi en pleine forêt de pins. L'accueil des nombreuses personnes attirées par les atouts d'Arcachon exige un hébergement de qualité. Faire la liste de tous les hôtels serait inutile et fastidieux. Certaines structures hôtelières sortent assez du classicisme ordinaire pour tenter le client. Ouverts toute l'année, ces hôtels ainsi que les restaurants d'Arcachon sont de très bonne qualité et représentent une gamme complète de prix et de services. L'hôtel de plein air est représenté à Arcachon par un camping municipal admirablement situé en pleine forêt de pins maritimes et disposant de toutes les commodités, piscine, jeux, salles communes. Il faut ajouter à ces structures d'accueil les chambres d'hôtes, dont le nombre et la qualité se multiplient en devenant monnaie courante. L'Office du tourisme en a la liste et peut diriger les demandeurs utilement. Arcachon, et d'une manière générale notre région, bénéficie d'avantages nombreux et de qualité. Le tourisme, représentant notre principale activité, notre principale ressource de revenus et donc une zone privilégiée pour l'emploi, il est bon de se rappeler les points forts nous distinguant des autres régions ou des autres villes de tourisme. La forêt qui nous entoure, proche de cette ville sous les pins, est étendue sur 1 million d'hectares, se classant comme la forêt la plus vaste de l'Europe occidentale. Plantée de la main de l'homme, elle est la plus vaste forêt artificielle du monde. Landes et Gironde sont les départements les plus boisés de France. Arcachon étant situé à sa lisière, le vent venant de l'est apporte ses senteurs résineuses naturelles et le vent venant de l'ouest passe au-dessus de l'océan totalement dépourvu de microbes, de pesticides et de fumée d'usine, mais chargé d'iode. On respire un air pur à Arcachon. Le département de la Gironde est le plus grand département de l'Hexagone. La région d'Aquitaine est la plus grande région de France, encore agrandie par l'apport des départements au nord de la Garonne. Notre région est faite de grands espaces, de liberté, de pleine nature, offrant la moitié des surfaces navigables de France.
L'océan proche est un atout de premier ordre. Arcachon est la ville qui a inventé le nom de thalassothérapie. Les huîtres d'Arcachon font du bassin la plus grande zone de naissance des huîtres en Europe. Une huître est un aliment naturel, sans pesticides, sans engrais, un aliment complet, le seul livré individuellement en emballage de nacre et obligatoirement frais et vivant jusqu'à votre bouche. La qualité de l'eau du bassin est remarquable. Le bassin s'étend sur 15 500 hectares à marée haute, 5 500 à marée basse. C'est dire que le bassin renouvelle les 2/3 de ses eaux à chaque marée de 12 heures. Cette respiration naturelle offre des eaux nouvelles pratiquement chaque jour. À titre de comparaison, le bassin méditerranéen ne renouvelle la totalité de ses eaux que tous les 100 ans. Notre rivage est une plage longue de 230 km entre l'estuaire de la Gironde et la frontière espagnole. Une plage de 230 km de sable fin, sans galets, sans cailloux, sans récifs inhospitaliers. Un récent palmarès, organisé par le journal britannique The Guardian, a comparé les différentes plages de la planète. La Bretagne a eu une plage à la 10e place. La Corse n'en a eu qu'une à la 20e place seulement. La première place est revenue à une plage des Seychelles. Mais à quelle place s'est située notre plage du bassin? Le palmarès nous a réservé la 2e place de la plus belle plage du monde, au pied de la dune la plus haute d'Europe. Loin d'un chauvinisme puéril, ces divers avantages démontrent par des faits réels et avérés la qualité de notre région, de notre ville en particulier. Il fait bon vivre à Arcachon.